L'invité de MC Première. Et ce matin, nous recevons la membre du gouvernement Les Républicains, Cynthia Lijard, est donc notre invitée. Bonjour. Bonjour. Le bras de fer des autorisations d'exportation de minerais a continué hier avec un nouveau rebondissement. Finalement, le président du Congrès, Thierry Santa, refuse d'inscrire un débat au Congrès sur le sujet suite à l'analyse juridique du haut-commissaire qui qualifie la légalité du cadre de cette éventuelle séance d'incertaine. Une fois que j'ai dit tout ça, on a bien vu que c'était très compliqué. Est-ce que finalement, dans cette affaire, l'opposition politique pure n'a pas une fois encore pris le dessus sur le débat politique? Ce que je vois surtout, c'est que pour cacher finalement un refus de prendre une responsabilité, de prendre une décision, on a actionné des leviers juridiques. Et donc là, face à un problème qui a duré quand même presque un mois devant les grilles du gouvernement, où des familles se sont retrouvées là, devant, pour réclamer quelque chose. On ne fait pas ça par hasard, on ne fait pas ça par caprice. Pour résoudre ce problème, on a fini par avoir la médiation de M. Goa, qui a produit quelque chose, puisqu'il y a eu un document signé. Et au-delà du document signé, il y a eu une parole donnée. Et c'est bien aujourd'hui ce que disent les protagonistes, une partie des protagonistes, en tout cas du côté des rouleurs, la parole donnée n'a pas été respectée, puisque le gouvernement, auquel j'appartiens, nous aurions dû nous prononcer, selon la parole qui a été donnée au moment de la signature du protocole, nous aurions dû prendre position sur les exportations, aussi bien vers la Chine que vers le Japon d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que la Chine qui est concernée. Et mardi dernier, dans sa majorité, le gouvernement a considéré qu'il ne fallait pas traiter le sujet et qu'il fallait renvoyer donc le sujet au Congrès. À partir de là, on est entré dans une bataille plus juridique que politique. Et au bout du bout, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de solution apportée, il n'y a pas de réponse apportée concrète au monde de l'économie. Parce que tout ça, c'est bien joli. On est dans une bataille de forme de société, la place de l'entreprise, l'intervention des institutions, blablabla. Bla, bla, bla. Nous, on se fait plaisir dans nos bureaux. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les petits entrepreneurs, parce qu'on n'a pas que des grosses entreprises multinationales dans le secteur du nickel, eh bien, tous ceux qui vivent du nickel aujourd'hui, ils attendent des réponses concrètes que nous, perdus dans nos batailles, nous ne nous leur apportons pas. Et donc là, on a une responsabilité malheureusement que nous devons partager, mais je vous assure qu'il m'a rarement été aussi pénible de ne pas avoir de majorité au gouvernement que mardi dernier. Daniel est avec nous ce matin au Standard. Daniel, merci d'avoir composé le 258. Nous écoutons votre question. Oui, bonjour mesdames. Moi j'ai une question très politique à poser à madame Lijard. Depuis que votre patron, monsieur Frogier, a monté le drapeau de la Kanaky, votre alliance et votre complicité, votre complaisance avec l'UC de Ouamitan, Tuyenan et Le Crin, peut-il nous faire croire encore que vous êtes vraiment anti-indépendantiste chez les Républicains? Merci. Merci Daniel pour votre question. Très rapidement, Cynthia Lijard, nous avons beaucoup d'actualités à aborder ce matin. Si c'est très rapidement, alors oui monsieur, nous sommes absolument pour la Calédonie dans la France et nous l'avons montré à de multiples reprises. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas construire ça, c'est aussi notre credo, c'est notre base politique. Nous ne construirons pas cette Calédonie les uns contre les autres. Et donc les indépendantistes sont une composante essentielle de la Nouvelle-Calédonie. Et donc pour nous, c'est les uns avec les autres, mais dans la France. Alors sans faire de lien avec cette question de Daniel, mais vous l'avez dit, là on est dans un imbroglio juridique. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus simple pour vous d'accepter ce débat au Congrès, d'en finir au Congrès, puisque arithmétiquement, la majorité avait de fortes probabilités d'aller dans votre sens, celui d'une ouverture partielle et en tout cas temporaire des exportations vers la Chine ou d'augmenter celles vers le Japon. Alors, sauf que très concrètement, nous n'en aurions pas eu fini avec le débat au Congrès, puisque au final, et tout le monde s'accorde à dire ça, la décision devra être prise au niveau du gouvernement. Donc moi je crois, parce qu'il faut en sortir un moment, je crois qu'il faut rester pragmatique. Il y a une compétence du gouvernement qui est celle d'autoriser ou non les exportations. Ça relève exclusivement de la compétence du gouvernement. Donc mardi prochain, à la séance du gouvernement, examinons donc les demandes d'autorisation et prononçons-nous au cas par cas à la majorité au sein du gouvernement. Prenons nos responsabilités, exerçons nos compétences. Mais en parallèle, effectivement, organisons, alors ça relève pas de nous bien entendu, mais que le président du Congrès organise
un débat sur le fond, sur la question minière, pour reposer les bases éventuellement d'une évolution du schéma de mise en valeur des ressources minières, pourquoi pas? Mais c'est quelque chose, il l'a dit d'ailleurs, qu'ils ont déjà commencé à faire au Congrès, puisque la commission qui correspond, avec un nom compliqué, s'est réunie déjà à 2 reprises et va poursuivre ce travail. Donc que chacun revienne bien dans ses compétences et dans l'exercice de ses compétences. Mais ne perdons pas de temps, parce que de toute façon, ce que ça cache en réalité, c'est la volonté d'un groupe politique qui s'appelle Calédonie Ensemble de ne pas autoriser les exportations, mais ils veulent même pas avoir à assumer leur refus. À un moment, il faut assumer ce qu'on est. Voilà. Pour sortir de cette crise, le sénateur Pierre Frogier, donc les Républicains, ont fait une proposition hier, modifier la loi organique pour permettre à chaque membre du gouvernement de pouvoir lui-même proposer à l'inscription d'une séance du gouvernement un texte. En quoi cela va-t-il changer finalement les choses? Parce que pour les Calédoniens, on peut se dire que finalement, on va triturer la loi organique en fonction des aléas et des guéguerres politiciennes. C'est un peu facile. En fait, là, déjà, il y a peut-être un malentendu. Il ne s'agit pas d'une modification de la loi organique pour sortir de cette crise. Ça n'a rien à voir. La modification qui est proposée par le sénateur Frogier, c'est une modification plus au fond. C'est d'une façon générale dans le fonctionnement du gouvernement, rendre possible l'inscription à l'ordre du jour des séances du gouvernement de sujets malgré le refus du président. Ce qui vous permettrait là, en l'occurrence, de proposer que ce soit vous, mais je veux dire, c'est pas ça qui nous permettrait de sortir de la crise, parce que malheureusement, cette crise, pour en sortir, il faut juste que chacun exerce ses responsabilités. Mais là, en fait, je crois que ça va au-delà. D'ailleurs, moi, j'y étais pas, mais il me semble avoir entendu que Pierre Frogier faisait référence d'une façon générale au fonctionnement dégradé du gouvernement. C'est sûr que... Ce serait une garantie d'un retour à une collégialité? Écoutez, en 2011, il a fallu effectivement modifier la loi organique pour mettre fin aux démissions à répétition, puisque c'était déjà à l'époque un parti politique qui avait mis à profit une faille de la loi organique pour ça. Aujourd'hui, on est encore devant un dévoiement de la loi organique, et donc l'idée, c'est de la corriger. Bon, mais c'est vraiment en marge de ce conflit. C'est sur le fond, et c'est plus en relation avec un fonctionnement absolument pas collégial du gouvernement, malheureusement, je le regrette. Cynthia Lijar, nous allons maintenant parler de l'un de vos principaux portefeuilles, la fonction publique. Je rappelle donc que mardi, peut-être de façon relativement discrète dans le contexte actuel, est passé au gouvernement un avant-projet de loi de pays qui enfin encadre la protection de l'emploi local dans la fonction publique. Concrètement, comment avez-vous enfin, parce que ça fait plusieurs années, une dizaine d'années maintenant qu'on cherche à faire ce texte, trouvé l'équilibre entre le principe de protection de l'emploi local et celui de l'égal accès à la fonction publique qui est constitutionnel? Alors oui, c'est vrai que c'est un projet qui est attendu depuis longtemps et le premier avant-projet de loi remonte à 2003. Donc il était temps que nous arrivions à déboucher. Ce qui a fait traîner, je pense, ces dernières années, c'est que il y a eu toute une période où en fait le gouvernement n'avait pas de membres qui véritablement avaient pris à bras-le-corps les dossiers. Allez, soyons clairs, publiques. c'était la patate chaude. C'était la patate chaude, c'est vrai. Et l'année dernière, lorsque moi je suis arrivée au gouvernement, je voulais prendre ce secteur en charge parce que, à plusieurs reprises, ça a été rappelé ces derniers temps, la fonction publique, ça représente un poids extrêmement important dans le PIB, dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie, pour parler clair. C'est le deuxième poste le plus important. Moi je compte les fonctionnaires, donc les fonctionnaires, on est à moins que ça, d'accord. Mais en tout cas, la fonction publique, c'est le deuxième poste le plus important qui pèse dans le PIB de la Nouvelle-Calédonie, après les services marchands. Et on entend très souvent dire des remarques du genre on a trop de fonctionnaires, etc. Notre fonction publique, faut en faire quelque chose. Donc l'idée, c'était de prendre à bras-le-corps ce sujet et de voir comment moderniser, réformer, faire de notre fonction publique un véritable outil au service de la Calédonie, surtout à un moment où on a de plus en plus de compétences à exercer. Il nous faut une fonction publique à la hauteur. Donc, moi, j'ai pris ce portefeuille en main, j'ai souhaité le conserver après le changement de gouvernement au mois d'avril. Et donc, ce que nous avons fait dès le départ, avec les employeurs publics et avec les syndicats, donc l'ensemble des partenaires, nous avons d'abord mis en place une méthode qui est basée sur de la concertation, sur l'élaboration ensemble du cahier des charges des travaux que nous avions à faire, etc. Ça a été le séminaire de la fonction publique l'année dernière en novembre. Et ensuite, petit à petit, nous avons mis des priorités
Et parmi ces priorités, des urgences. Et donc, l'emploi local dans la fonction publique, c'était l'urgence dans les priorités. Donc, c'est le premier texte sur lequel nous avons travaillé. Après, il a fallu, tout le long, nous avons essayé effectivement de nous appuyer sur les avant-projets qui avaient avorté précédemment pour essayer de mettre le curseur en termes de protection au maximum de ce qu'on pouvait faire, mais sans passer la borne. Voilà, très concrètement, combien de non-citoyens on peut accepter dans la... Très rapidement, Samuel nous attend au standard. D'accord, ok. Alors, très rapidement, en fait, c'est pas combien, c'est en fonction de la tension sur les postes, des places disponibles et non occupées traditionnellement par des Calédoniens. Donc, c'est en fonction de ça, mais il faudrait que je puisse y revenir un peu plus longuement, parce que sinon... On va prendre la question de Samuel et on va essayer d'y revenir. Samuel, bonjour, merci d'avoir patienté. Nous vous écoutons. Bonjour madame, voilà, je me présente, c'est Samuel là. Je voulais vous poser une ou deux questions. C'était par rapport à vous et votre président, monsieur Frogier. Vous étiez aux affaires jusqu'à maintenant. Vous êtes là où il y a des décisions, des postes décisionnels du pays. 2009-2013, vous n'êtes même pas incapable de faire des projets sur le nickel. Je dis incapable parce qu'on ne fonctionne pas par rapport à une crise où que ça va bien. Il n'y a pas de politique pour l'avenir. Et la deuxième question, je ne sais pas comment par rapport à l'usine du Sud, pourquoi vous êtes incapable de faire de la doctrine nickel, de 51%? Est-ce que vous êtes vraiment incapable de gérer ce pays ou... Voilà, c'est simplement ça, monsieur Manda. Je vous remercie. Merci Samuel pour votre question. Cynthia Lijard. Merci beaucoup. De temps. Alors, d'abord une chose, monsieur. 2009-2013, pas de projet. On a été incapable, alors que nous étions aux affaires, de faire des projets nickel. C'est parfaitement faux. Là, je m'inscris en faux. Non seulement nous avons fait des projets, mais ces projets, en plus, ont été allègrement massacrés par nos successeurs. Et ça a mis à mal, du coup, la confiance que pouvaient porter certains de nos partenaires dans le monde économique à la Nouvelle-Calédonie. Ce que je veux dire très clairement, c'est que le projet que nous avions mis en œuvre et que j'ai porté notamment à la suite de Pierre Frogier quand j'ai pris la présidence de la province sud, c'était par exemple Prony-Pernod. Et Prony-Pernod, pour la première fois, nous avions les deux opérateurs du Sud qui allaient travailler ensemble sur l'exploration et ensuite, éventuellement, potentiellement, si les conditions étaient réunies, la mise en valeur d'un des massifs dont aujourd'hui on dit qu'il constitue l'une des plus grandes réserves mondiales. Donc le projet, il était préparé, il avait été travaillé. Là aussi, ça s'était fait avec plusieurs partenaires et non pas en écartant ou non pas en créant des monopoles. Simplement, la majorité suivante, celle qui nous a succédé en 2014 à la province sud, a considéré qu'il fallait retirer la signature que j'avais apposée en tant que présidente sur ce projet. Et je tiens à signaler, je tiens à vraiment souligner le fait que, en faisant ça, c'est-à-dire en annulant un contrat qui était posé notamment avec des partenaires internationaux, parce que qu'il s'agisse des Ramettes ou qu'il s'agisse de Vallée, on joue pas seulement dans notre cour calédonienne là. En faisant ça, très clairement, le président de la province sud a pris le risque de porter un gros coup à la crédibilité de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il est faux de dire que nous n'avons pas développé de projet nickel. Il est faux de dire que nous n'avons pas de doctrine nickel, mais c'est vrai, ça n'est pas celle qui est portée par la province Nord. Il n'y a et pas nous en ne tout cas demandons aujourd'hui de doctrine pays. Il n'y a pas de doctrine pays, mais nous avons effectivement une approche pour le nickel que nous avons développée. Et donc, effectivement, encore faut-il avoir envie de l'entendre, mais il y a une doctrine effectivement portée par le président de la province Nord depuis des années, mais ça n'est pas la doctrine pays. Et le GTPS, le groupe de travail des présidents et signataires, est justement fait pour discuter des différentes options et que ensemble on trouve une doctrine Nouvelle-Calédonie comme il serait temps que nous la trouvions. Mais nous avons des idées, monsieur, et pas seulement des idées, nous avons aussi mis en place des actions. Alors Cynthia Lijard, nous reviendrons évidemment sur la fonction publique ultérieurement, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais pour finir sur cette question nickel, Pierre Frogier a promis des propositions de fond, justement, pour les Républicains dans cette logique de doctrine. Quand est-ce qu'on va... les avoir, ces propositions? En tout cas, sûrement pas maintenant, je crois. Enfin, il me semble, en tout cas, le contexte n'est pas favorable. Ça n'est pas le moment de rajouter à la pagaille ambiante. Je crois que là, pour l'heure, l'essentiel est, encore une fois, que chacun revienne dans son rôle avec ses compétences, fasse ce qu'il a à faire. Donc, que le gouvernement autorise ou non les exportations, que le Congrès
travaillent sur éventuellement une modification du schéma de mise en valeur des ressources minières, en tout cas débattent de cette question, et que d'une façon générale, les politiques travaillent ensemble à l'élaboration d'une doctrine pays. Mais en tout cas, rajouter encore des informations dans le climat actuel, je crois que ça serait malheureusement peine perdue. Cynthia Lijard, merci d'avoir été notre invitée ce matin. C'est moi, et puis j'aimerais bien pouvoir vous parler de la fonction publique. On reviendra parler de fonction publique. Merci. L'information continue tout de suite. Vous retrouvez Bruno Rouvière sur La Première.